Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, nous sommes en déplacement, mais nous allons quand même une émission de GMC, car nous allons aborder de nombreuses questions sur la vérité, mais aussi, bien évidemment, nous avons le plaisir de recevoir notre ensemble, François Martin, vraiment majeur, évidemment, très attendu, c'est-à-dire le fameux sommet des BRICS, qui nous permet de voir que la Russie était véritablement isolée, hein, et que le Sud global, en tout cas, s'organise face à un hégémon occidental qui est en perte de vitesse. Donc, les analyses de François Martin seront très précieuses et importantes à recevoir, car il faut avoir une vision claire sur l'évolution géopolitique du monde. Dans tous les cas, chers amis, j'espère que tout cas, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire le retour avec le matériel de déplacement que nous avons. Pensez à mettre le pouce, à partager la vidéo, bien évidemment. Et surtout, on va attaquer tout de suite la revue de presse avec mon camarade Nicolas Stoker. Bonjour Nicolas. Eh ben, bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. On salue évidemment le retour de Raphaël après quelques jours de repos amplement mérité, quoique ce ne fut qu'un demi-repos, si j'ai bien compris. Voilà, c'était sa fête hier. Et donc aujourd'hui, nous revenons tous les deux. La Rastam reviendra la semaine prochaine. Il peut y avoir quelques remplacements, mais je resterai inamovible en ce qui me concerne. Voilà. Absolument, absolument. Il n'y a pas jamais vraiment de vacances, mais je me suis octroyé une soirée de vacances pour aller voir. Voilà, peut-être que pour nos spectateurs, vous connaissez l'humoriste Bill Burr, et bien il était de passage en France, donc je suis allé le voir et c'était vraiment très bien. Voilà, il faut pouvoir se faire plaisir aussi. Le sérieux du monde, le monde dans lequel on vit, malheureusement, eh bien, affecte beaucoup notre morale. Aussi, on traite des sujets extrêmement sérieux tous les jours, et c'est important, chers amis, voilà, de pouvoir se faire plaisir et mettre un petit peu plus de légèreté, tout en restant concentré évidemment sur l'évolution sérieuse de l'actualité, que ce soit en France ou dans le monde. Et tout de suite, justement, Nicolas, eh bien, attaquons la revue de presse pour l'actualité nationale. Par quoi aimerais-tu commencer? Je crois que tu souhaites nous parler de notre cher ami, parce que maintenant, nous avons évidemment beaucoup de chers amis dans notre politique française, et nous avons notre cher Retailleau. Ah, Retailleau. C'est vrai qu'avec le Cornu, c'est un de mes préférés, celui-là. Retailleau, avant-hier, j'essayais de mettre un prisme particulier ou un fil directeur à ces revues de presse, c'était la déconstruction. Hier, c'était la décadence. Mais à qui devons-nous cette décadence, en tout cas en France? Entre autres, avant d'aller accuser tel ou tel bouc émissaire, à une élite d'hypocrites. À l'hypocrisie fait homme. Voilà comment je définirais aujourd'hui le sénateur de Vendée, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est martial, il n'a pas la mâchoire suffisamment importante pour donner des coups de menton, comme un certain Ciotti avait l'habitude de faire, mais respect à Ciotti qui lui a au moins franchi un cap et a accepté de se séparer de ses faux amis lors des dernières élections législatives. Mais Retailleau pensait donc, au contraire, il a donné des leçons de morale. Il dit comment le bruit des bottes, en bon Ponce Pilate, il s'est lavé les mains du Front républicain et ça lui a permis d'ailleurs d'accéder à la place Beauvau, évidemment ministère ambitionné parmi les ministères ambitionnés pour tous les ambitieux de tout poil. Et son prédécesseur n'était pas le moins ambitieux de cette classe politique de la République. C'était évidemment Moussa Darmanin, qui s'est rappelé à cette occasion d'ailleurs de son second prénom. Et se remerciant de s'appeler aussi Gérald, car il nous a bien sûr culpabilisé, craché sur ses électeurs, en expliquant que si nous avions su qu'il s'appelait Moussa, nous n'aurions jamais voté pour lui. Et ça veut se présenter ensuite au suffrage des Français. Mascarade Retailleau. Donc il prépare une nouvelle loi immigration bis repetita, sans réforme constitutionnelle. Alors là déjà, sans réforme constitutionnelle, une nouvelle loi immigration pour faire revoter, dit-il, rien d'autre, on commence par du constitutionnel avant de rentrer dans le détail, rien d'autre que ce qui n'a déjà été voté, et donc retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, pour le moment, je n'ai pas trouvé un article, peut-être que le chat va m'informer, peut-être n'ai-je pas bien compris, mais pour l'instant, s'il n'y a pas de réforme constitutionnelle,
je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel accepterait ce qu'il a refusé il y a quelques mois. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce parce que la fausse droite est au gouvernement qui vont dire ah oui, dans ce cas-là, respect, on laisse passer? Non, mais c'est une plaisanterie. Il n'y a aucune raison que ce qui n'a pas été validé puisse être validé. Donc, je n'ai pas compris. Sachant qu'en plus, il y a deux options sur la table. Une d'un véritable projet de loi et une autre qui consisterait plus simplement à appliquer le pacte européen là, sur les migrations et de le transposer avec quelques éléments additifs dans cette loi. Ce qui donc nous enseigne que Retailleau, ancien disciple qui doit toute sa carrière à Philippe de Villiers, on parlera de son dernier livre sur le mémoricide dans quelques minutes, souverainiste de première catégorie, donc auquel il adhérait, évidemment, puisque c'est Villiers qui a fait sa carrière à Retailleau, avant qu'il ne trahisse, évidemment. Donc il devait être quand même d'essence souverainiste. Donc là, il va appliquer tel quel. Il sert sous le gouvernement du Herr commissaire Barnier, fêté comme il se doit par Ursula von der Leyen. Il est ministre, il transpose tranquillou bidou les dispositions européennes. C'est un parfait soumis européen qui essaie de nous faire croire qu'il est autre chose que son prédécesseur et que son successeur si on ne fait rien pour que ça change. C'est-à-dire des vendus à l'Europe de Bruxelles. Donc il transposera, par exemple, il faut que vous sachiez que le gouvernement de coalition en Hollande a déjà contesté, l'Allemagne elle-même conteste ce pacte immigration européen, en disant c'est trop laxiste. Lui, il va le transposer de la façon la plus servile qui soit. Parler il chamboule tout. Ah, on y croit, on y croit. On y croit dans Retailleau, là. La droite la plus bête du monde, là. On y croit, à chaque fois on y croit. Maintenant, on n'y croyait surtout pas un instant. Donc, dans son projet de loi, qu'est-ce qu'il propose de bien concret? Pas grand-chose. Il veut transformer l'AME, mais tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Et ça n'aura probablement aucun résultat, parce que ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel selon le principe de fraternité, par exemple. L'AME, ils veulent le transformer en une aide d'urgence. Bon. À mon avis, ça sera la même chose, sauf que ça s'appellera aide d'urgence au lieu de s'appeler AME, et on continuera à y mettre toujours un pognon de dingue. Donc ça ne changera rien. Il dit, oui, je vais revenir un peu sur le droit du sol. Il dit, alors selon, en plus, un prétexte, c'est toujours les prétextes fallacieux de cette fausse droite qui essaie de donner des gages à la gauche. En disant, oui, mais quand même, je ne voudrais pas qu'un immigré puisse devenir français sans s'en être même rendu compte. Hypocrite, hypocrite, c'est insupportable. Réellement, ça commence bien. Cette hypocrisie à l'état pur. Dis-le clairement si tu veux remettre en cause le droit du sol républicain et faire un droit du sang ou ce que tu veux. Mais assume, ils n'assument pas, ils se sont des hypocrites. Donc AME, droit du sol, rendre plus efficaces les OQTF. Alors, il ne dit pas comment et il ne s'engage sur aucun chiffre, comme ça, c'est facile. Alors, il faut même, Nicolas, là, qui allait directement reprendre les propos directs de Bruno Retailleau, ce sera plus simple. Il était au micro de France Inter et il nous a expliqué qu'il ne comptait pas justement faire de modifications particulières. C'est-à-dire, il refuse de s'engager sur un taux d'exécution des OQTF. Mais il se dit certain que son énergie et sa stratégie produiront des résultats. Voilà. C'est du wishful thinking, désolé pour l'anglicisme les amis, hein, mais c'est parce que nous sommes voilà, une république une et indivisible et forte dans une France unie, parce que plus de 71% veulent cette loi pour l'immigration. Donc là, quand ça va dans le sens du pouvoir, en tout cas pour essayer de mettre en place certaines lois plutôt floues qui n'amélioreraient pas forcément la situation, là il y a une démocratie, on écoute l'avis des Français et les 71%. Je pense que si on posait la question des Français sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, ou si on posait la question des Français eh bien, sur le fait qu'Emmanuel Macron soit notre président, par exemple, ou bien d'autres ministres qui seraient encore en activité, des hommes politiques que les Français ne veulent plus voir, bon là je pense qu'on n'aurait pas un Bruno Retailleau ou même un Michel Barnier qui dirait, eh bien je pense que tant de pourcentage des Français ont besoin de cette honnêteté, souhaitent qu'on dégage, et donc nous allons le faire. Non, Nicolas, je ne crois pas. Donc il y aura d'autres propos que je vais relayer pour Bruno Retailleau, mais en tout cas, c'est ce qu'il a expliqué, c'est qu'il ne promet aucun taux d'exécution, mais c'est sa stratégie qui fera l'affaire. N'est-ce pas beau? Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Comme un tout beau, tout jeune ministre qu'il est, Bruno Retailleau. Alors, il fera, c'est à la mode aussi chez les dirigeants européens, il nommera un Missi Dominici,
un nouveau monsieur immigration, ça il crée. Bon, alors ça quand même, ça permet, ça coûte cher à la République, ça nous coûte cher, hein, in fine. C'est missi dominici pour un oui ou pour un non. Quand on est impuissant, en fait, on nomme quelque chose, soit une administration, carrément, comme ça, c'est quelques mille fonctionnaires à payer en plus, soit au moins un homme. Donc là, on aura un missi dominici, grassement payé, évidemment, avec sa voiture de fonction, son chauffeur et tout ce qui va bien avec, son secrétariat, etc. Et là, Nicolas, donc là, je te demande pour notre public, parce que peut-être ne sont-ils pas au courant, tu viens de dire quelque chose quand même d'important, c'est que Bruno Retailleau donc, va nommer, ce que tu viens de dire, donc un missi dominici. Et nous allons bientôt savoir qui est donc cette heureuse ou heureux élu. Donc, quelles seront exactement les fonctions de ce missi dominici? Parce que là, on se dit, oula, on rentre vers des locutions latines, ça sonne important. On dirait que c'est une stratégie avec de l'énergie qui semble potentiellement pouvoir motiver eh bien, l'application peut-être des OQTF, en tout cas régler notre problème de l'immigration. Donc Nicolas, qui est exactement, quelles sont les responsabilités ou quel est le rôle de ce missi dominici? La République finissante n'a jamais autant, alors qu'elle s'est fondée sur son opposé, son strict opposé, n'a jamais employé autant de locutions latines appartenant à l'Église. Rappelez-vous, le gouvernement, toujours pas de fumée blanche. Hein, c'est comme l'élection du pape. Ben là, le missi dominici, il va aller comme un bon, c'est pas un nonce apostolique, mais enfin c'est quelqu'un qui est un envoyé. Sauf que là, il sera l'envoyé du ministre ou du gouvernement, du chef de l'État ou de la République, ce que vous voulez bien, on verra ce qu'il y a dans le texte, pour négocier des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays pour renvoyer plus rapidement nos OQTF. Donc il élargira non seulement la période où on pourra les garder en rétention, et il essaiera de les renvoyer dans des pays alors tels que le Kazakhstan, tels que l'Égypte, hein, il a donné quelques pistes, l'Irak, qu'on a déjà bien détruit, qui est un non-pays. À mon avis, moi, si j'étais dans leur cas, je ne choisirais pas l'Irak. À moins que ce soit parce qu'il faille, eh ben oui, quand même, là, dans la recomposition du Proche-Orient, bon, c'est pas le sujet, mais si on veut refaire un petit Daesh, un petit État islamique, ça serait bien d'envoyer les OQTF en Irak, directement en Syrie après, histoire de refoutre le bordel. Mais attention, Benjamin Netanyahou, on le sait, va nous sauver, nous débarrasser du terrorisme international. C'est amusant, je ne sais pas, mais c'est étrange quand même les pays où ils vont les renvoyer. Ça pourrait faire de la main-d'œuvre pour un futur État islamique. Mais non, bien sûr que non. C'est du complotisme que d'imaginer une chose pareille. Donc voilà. Et soyons même encore plus précis, Nicolas, parce qu'on a eu la chance d'avoir notre prophète Bruno Retailleau, en tout cas pour le poste qu'il représente, de s'exprimer, comme je l'ai dit, sur France Inter, pour vous éviter évidemment cette purge auditive et visuelle aussi, parce que maintenant ils nous mettent des caméras financées par vous directement, chers contribuables français, donc c'est absolument excellent. Eh bien, ils veulent allonger la période, donc le délai de détention des étrangers clandestins en réaction au meurtre de Philippines, donc jugés dangereux, de 90 à 210 jours, comme pour les terroristes. Alors, ce que je trouve quand même assez curieux, c'est que qui dit détention, aussi longue puisse-t-elle être, dit financement par l'État, et donc par le contribuable. Ben oui, parce que quand vous avez quelqu'un qui est en détention, il faut le nourrir, il faut le loger, il faut lui offrir une PlayStation 5, les amis. Ben oui, c'est quand même important, il faut lui donner accès à un téléphone ou un smartphone. Vous avez vu, je pense que je ne suis pas le seul peut-être à être choqué de voir ça, c'est-à-dire de voir les conditions de détention aujourd'hui pour de nombreux prisonniers en France, où en fait ils vivent beaucoup mieux que des Français qui travaillent, qui se retrouvent tout simplement au SMIC, à mourir petit à petit, la bouche ouverte, avec tout simplement un pouvoir d'achat ridicule, pas de quoi manger, pas de quoi se chauffer, pas de quoi se vêtir, et avec une impossibilité totale de demander la moindre aide, la moindre aide sociale, hein, parce que vous savez, vous avez toujours ces critères d'éligibilité, c'est-à-dire que quand vous faites partie des personnes qui n'en ont pas besoin, parce que vous avez 1200 et quelques euros, donc vous ne pouvez pas bénéficier de tant d'aide. Et bien là, quand on passe de 90 à 210 jours, ça veut dire que c'est tout simplement allonger la durée de financement par le contribuable et bien de la détention, c'est-à-dire en fait du fait de s'occuper comme il faut eh bien les clandestins jugés dangereux. Et on se doute bien, Nicolas, soyons quand même clairs aussi, hein, que qui dit, même si on a un missi dominici pour faire des accords bilatéraux, c'est plutôt des propositions d'accords bilatéraux, mais quel pays, moi je pose la question, quel pays, lors d'un accord bilatéral, pour dire vous voulez nous renvoyer des personnes jugées dangereuses, semblables à des terroristes? Mais bien sûr, bien sûr, on va les récupérer avec grand plaisir. Je pense qu'à mon avis, ils vont plutôt laisser le téléphone en silencieux. Et non, c'est pas sûr, Raphaël. On va payer. Ça rajoute à la facture que les Français vont payer.
On va Oui, il y payer. aura cet aspect, bien évidemment. Ah Ce bah, sera un aspect de évidemment. chantage parce qu'on n'est pas en position de force. C'est un très bon rappel de dire ça. C'est que sinon, ça peut être un moyen d'extorquer certaines sommes d'argent Oui. parce que nous sommes non pas en position de force, nous quémandons le fait de pouvoir rendre des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Merci, évidemment, hein, les frontières ouvertes de notre magnifique beau pays. Merci à nos voisins hein, aussi. Mélanie, l'Espagnol, qui laissent ouverts leurs frontières et même les poussent, à mon avis, vers la sortie. Et évidemment, nous les récupérons, étant donné que tout autour de chez nous, maintenant, ils ferment les frontières. Ils ferment les frontières, pas pour ceux qui s'en vont, hein, pour ceux qui arrivent. Eh ben, ils resteront en plus de ça. On est content quand même que le travailliste anglais les récupère. Bon, comme ça, ils se noient dans la Manche. Non, mais c'est horrible. Hein. Je dis pas ça pour rire. Hein. Mais auparavant, il était ce qu'il était, l'ancien Premier ministre anglais, mais il avait négocié ce genre de... et lui, avec des pays particulièrement raides, dont le Rwanda, vous n'avez pas vraiment envie hein, de quitter votre Algérie, votre Tunisie ou natal, pays d'Afrique de la côte ouest pour aller au Rwanda. Hein. Quand on sait ce qui se passe au Rwanda et comment ça se termine en règle générale. Donc, évidemment, ça faisait réfléchir et il n'allait plus en Grande-Bretagne. Mais maintenant, ils y retournent. C'est déjà ça. Mais en tout cas, les Allemands, dans le Benelux, ils sont en train de verrouiller. Hein. Tout le monde en a marre et tout le monde, même d'autres pays dont on n'imaginait pas une seconde, sont en train de. Au Canada, par exemple, des lois, des restrictions migratoires considérables. Même les mondialistes aujourd'hui sont obligés de revenir en arrière, sauf nous, sauf notre élite hypocrite qui ne en fait rien quota, il n'y a pas de quota, restriction du droit du regroupement familial, zéro. Il n'en a pas parlé. À ma connaissance, il n'en a pas parlé, Retailleau. Donc en fait, il n'a parlé que de détails qui n'aboutiront à rien. Mais évidemment, il est martial, il est paraît-il droit dans ses bottes. Tout ça, c'est du flanc, c'est le pire de tous. Pour moi, ce sont eux, parce que c'est sur eux que l'on comptait. C'était l'ancien parti gaulliste. C'était ce parti qui avait restructuré la France après la guerre, après 58, après les guerres coloniales, qui avait permis de redonner un espoir et un avenir à la France. Ce sont leurs héritiers, ce sont eux les plus grands traîtres. On ne va pas dire que des socialistes, des communistes, des LFistes, que ce sont des traîtres. Ils annoncent la couleur d'entrée, eux, c'est clair. Non, c'est cette fausse droite qui est indigne. Et c'est elle qui, aujourd'hui, j'espère, préside à la fin de cette classe politique. Et c'est tant mieux si ça se termine mal, pour eux, évidemment. Pour vous dire combien cet individu est méprisable, ce Bruno Retailleau, je n'ai pas de mots assez durs, et ce depuis le début. Moi, je ne lui ai pas laissé 5 minutes, et je ne me suis pas trompé, pour le coup. Il montre alors... Alors, il est ministre des cultes, hein, on le rappelle. Enfin, ça change tout le temps, les dominations ministérielles. Mais à mon avis, il est ministre des cultes, ministre de l'Intérieur. Donc, il devrait au moins connaître la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord avec sa collègue Dati. On va faire payer 5 € l'entrée de Notre-Dame de Paris. C'est formellement, depuis ça a été étudié, on est allé regarder la loi, les médias, même les plus larbins, ont été obligés de reconnaître que c'était totalement hors la loi. On a des ministres qui sont censés produire du droit, faire appliquer la loi, parmi ceux qui doivent faire appliquer la loi, qui ne connaissent pas la loi, ou mieux encore, s'en foutent. C'est-à-dire, nous font entrer dans une anomie la plus totale. On s'en fout, c'est la loi du plus fort. Si moi je vous dis que je veux changer les vitraux, je change les vitraux, même si on a signé une convention, une ancienne convention sur le respect sur un droit patrimonial. Il y a un droit patrimonial, mais on s'en fout. On veut faire payer l'entrée de Notre-Dame, c'est interdit. On a piqué tous les biens de l'Église, la République a piqué tous les biens. Bon, et en plus, maintenant, on va faire payer, on va les faire payer pour rentrer dans une église. Mais c'est inimaginable. Et c'est surtout, c'est contrevient la loi. Donc là, ils ont trouvé, ah tiens, pour une fois, c'était pas mon préféré. Ils ont trouvé un petit constitutionnaliste, un autre d'Assas, tiens, de plateau, pour dire oui, non, bon, oui, c'est vrai, c'est pas permis, mais ça peut changer. C'est ce que me disait encore dernièrement Aram Mardi-Rossian, dont j'espère que vous suivez le mercredi à 12h30 l'histoire, la véritable histoire de France. Mais il disait, mais ceux qui considèrent que l'aspect sacré de l'état de droit n'ont rien compris. Le droit, c'est ce qui permet toutes les manipulations.
puisque le droit positif, c'est ça. Déjà, vous changez un élément, vous le changez. Vous lui ajoutez quelque chose, vous l'ajoutez. C'est pas interdit, il suffit de le faire voter par une assemblée aux ordres. C'est tout. Donc il suffira, ils vont changer le règlement et ils vont comme ça pouvoir faire payer l'entrée d'église. Et alors évidemment, ils prétendent ah oui, mais à l'étranger c'est déjà le cas. Mais à l'étranger, il n'y a pas de loi, il n'y a jamais eu de loi. On n'a jamais spolié les biens de l'Église comme ça a été la France révolutionnaire. Je croyais que vous étiez fiers d'être révolutionnaire, vous étiez fiers de votre commémoration là, de la tête coupée de Marie-Antoinette. Assumez. C'est la loi 1905 en Italie. On dit ah oui, mais en Italie on paye. Mais en Italie, mais ça va. Mais en Italie, il n'y a pas de loi 1905. Enfin, c'est pas la même chose. Nous, c'est comme ça. C'est la République elle-même et dont les descendants sont au gouvernement aujourd'hui qui ont décidé que ce serait comme ça. Donc on ne change pas pour essayer de récupérer du pognon en plus. Donc Retailleau, bravo, monsieur Retailleau, ministre des Cultes, ne même pas savoir ça et aller dans le sens de madame Dati. Alors là, chapeau. En plus d'être un hypocrite, il aggrave la situation. Alors Nicolas, il y a une question qui est posée directement. Je sais que toi, tu as les informations, parce que lors de nombreuses revues de presse, nous avions eu du mal à placer cette actualité-là, transmettre cette information avec notre temps qui était à chaque fois plutôt serré. C'est-à-dire, on pose la question de le fait de changer les vitraux, parce que là, nous parlons donc de Notre-Dame. On nous pose tout simplement, c'est Anne-Claude qui nous pose la question, c'est au fait, ils vont changer les ou des vitraux de Notre-Dame, mais mettre quoi à la place? Est-ce que tu as des informations sur ça? Parce que là aussi, c'est important. C'est si je me mets maintenant à devoir payer 5 € pour aller voir le patrimoine français, qui je ne sais plus s'il faut le détester, s'il faut détester l'histoire de France, ou s'il faut admirer l'héritage de France. Parce que quand je vois ce que la France produit aujourd'hui, j'ai du mal à m'émerveiller de son architecture. Hein. Quoique, là, on se dit, oui, c'est vrai, c'est une proposition, c'est une tentative créative. Vous vous souvenez, le Pleuganal à Paris, quand même immense, ou alors même directement à Versailles, où il y avait cette œuvre d'un artiste contemporain qui avait voulu faire en fait une représentation artistique d'un vagin qui sortait de la terre. Voilà, vous vous souvenez, hein, quand même, c'est quand même par rien. Dirty Corner, le vagin de la reine. Exactement. Donc là, je pose la question. Corner, exactement. Le point sale. Et donc, je pose la question, Nicolas, s'il y a des modifications qui sont faites sur Notre-Dame, outre les réparations, eh bien, qu'en est-il exactement? Alors, il va substituer à ces vitraux, c'est appelé grisaille, de Viollet-le-Duc, qui ont subi le feu, mais qui l'ont traversé, et qui étaient tout à fait... il n'y avait aucune raison de les remplacer. Donc, il va faire un musée, il va les prendre, il va les mettre dans un musée. Donc, pour y mettre sa patte, vous savez, cette espèce de mégalomane de Jupiter. Donc, on a même trouvé un curé, je dis curé exprès d'ailleurs, d'être un évêque, pour dire c'est moi qui ai encouragé Emmanuel Macron à changer les vitraux. Non mais, c'est-à-dire que la trahison vient au cœur même de l'Église. On en revient à la même chose. Retailleau, la conférence des évêques, l'archevêché de Paris, Ulrich, qui là pour le coup par contre a fait une grosse colère. Ils refusent les 5 €. Donc alors les nouveaux vitraux, alors là c'est là que je suis surpris, j'attends de voir hein, sur pièce, parce qu'attention, il y a ce qu'ils nous racontent, et puis donc on rappelle quand même qu'il y a un concours qu'on a refusé systématiquement les artistes chrétiens. C'est normal, pour Notre-Dame de Paris, bon non, surtout pas. Donc voilà, alors est-ce que c'est des anti-chrétiens, juste des athées qui s'en foutent? Je crois que j'ai vu le nom de Buren, entre autres, dont on se rappelle on a encore les merveilleux souvenirs des colonnes. Donc c'est ce genre d'individu. Alors, il y aurait une règle, mais moi j'attends pour voir. Parce que je me suis dit, bien sûr, ça va être obligatoirement, c'est des vitraux hyper modernes. On parlerait d'art figuratif. Je suis très surpris que ce soit des vitraux figuratifs. Alors là, je m'attends au pire, parce que si c'est du figuratif à la Picasso et tout, on va voir. Mais je pense qu'on va pas être déçus. On peut pas savoir pour le moment. Mais voilà, les commissions vont se réunir, il va y avoir des choix. J'imagine que c'est Brigitte Macron qui va présider officieusement la cérémonie, hein, quand on sait les excellentes idées qui sont les siennes. Hein. Tu le rappelles assez souvent, Raphaël, Lara l'a rappelé aussi hier ou avant-hier, avec ce magnifique phallus qui aurait pu avantageusement, c'est le cas de le dire, avantageusement remplacer la flèche de Notre-Dame. Donc je ne sais pas qui va décider, mais à mon avis, ça sera le couple présidentiel. C'est comme la cérémonie d'ouverture des JO. C'est eux qui se cachent derrière. On le sait très bien. De toute façon, on le sait.
Donc voilà, donc ça va être certainement horrible. Il y aura peut-être des symboles atroces qui seront à moitié cachés, vous savez. Moi, j'ai vu ça sur une église à Lille. J'avais été, mais j'avais halluciné. Il faudrait que j'y retourne un jour pour regarder exactement tous les symboles détestables, sataniques qu'il peut y avoir dans des églises parfois. Mais là, on ne parle pas du tout de ce que l'on fait avec Jean-Claude Pascal, hein, sur les maîtres maçons. Maçons, ne veut pas dire franc-maçon, sur l'ensemble de ce qu'il y avait de syncrétisme chrétien. Non, non, on parle là de trucs vraiment dégueulasses, satanistes, avec des doigts coupés, des choses comme ça. J'ai vu des choses assez inouïes dans une église, justement sur des vitraux modernes à Lille, où Madame Aubry avait dû ne pas y être pour rien. Donc, attendons-nous, à mon avis, à quelque chose d'assez gore, un peu dans la veine des cérémonies des JO. Alors, toujours dans la même veine, et pour achever notre retaillot, alors, il est à croire qu'il fait exprès. Il s'excuse de mots, peut-être, à nouveau, sur l'état de droit qui n'est pas sacré. Il va dans le sens de ses prédécesseurs, et surtout de ses prédécesseurs au niveau du ministère des Sports. Il va dans le sens, il montre la solidarité qu'il a avec ses collègues, donc sur l'interdiction absolue des chants homophobes. On n'a toujours pas compris quels étaient ces chants homophobes, mais voilà. Alors là, quelle horreur, on ne peut plus supporter des chants homophobes, c'est le ministre qui va être intransigeant. Là, il va être intransigeant. Hein. Pour le Parc des Princes, à côté, pour le Bois de Boulogne, violer et tuer les gamines, ils ne sont pas intransigeants. Il ferait mieux de s'occuper de ça que de s'occuper des supporters du PSG ou du supporter de n'importe quel stade de foot. Tout ça parce qu'à un moment donné, il y a OIS. Je vous laisse terminer pour ceux qui sont amateurs. OIS, voilà, ça suffit, le mot qui suit, pour en faire soi-disant des propos homophobes. Quand la polémique a débuté, c'était Marinescu, là, c'était celle qui était avant, la roumaine, là, qui était avant. Et j'ai rien contre les Roumains, je tiens à le dire. Mais attention à toi, Nicolas. Mon nom de famille risque peut-être de me faire de la dégoûter avec attention et d'être très sévère. Attention. Donc, il faudrait d'ailleurs le prononcer correctement. C'était celle qui était avant Oudéa Castera, vous savez, enfin Castera, dont Oudéa vend les bijoux de famille, les joyaux, les fleurons de l'industrie française, le banquier. C'est son mari, c'est ce qui lui a permis de devenir ministre. Donc, donc on a un nouveau, insignifiant, je ne sais même pas qui c'est, un nouveau ministre des Sports. Et donc là, alors là, ça y est, c'est à nouveau la polémique. Je rappelle que ça avait commencé avec cette ministre avant Oudéa Castera. Je vais vous retrouver le nom, de toute façon, en cours de route. Elle avait tensé sévèrement à l'époque mon Legrette, mon pervers pépère. On l'appelait pervers pépère, le Legrette. Et il avait dit, quand même, on l'a tiré les oreilles, on a dit, allez, va dénoncer les chants homophobes. Il était allé devant la presse et puis il avait dit, bon, déjà, il lui faut les propos racistes, ça va pas, mais on va quand même. Alors, il dit, les propos homophobes, les journalistes, les propos homophobes, sur Le Grette. Allez, il avait dit, mais c'est quand même pas la même chose. Il a dit, c'est pas la même chose, mais il avait déjà pris un averto. C'est à partir de là qu'ils avaient décidé de vouloir le virer, toute cette engeance, là, LGBT. Mais véridique, hein. Et donc, ils font une fixation tellement ils détestent leur peuple, tellement ils détestent les habitudes. Mais encore une fois, qu'ils aillent s'occuper d'autre chose. Et ils vont aller très loin puisqu'ils vont nous fliquer absolument. D'ailleurs, les chants homophobes sont à mon avis entre autres un prétexte pour mieux fliquer les gens. Puisque quand vous irez dans un stade de foot, dorénavant, donc c'est Retailleau et toute la clique et le ministre des Sports qui défendent cette nouvelle mesure, vous aurez des billets nominatifs. Ça va permettre d'identifier les meneurs. Il l'a dit, le Retailleau. Ça va permettre d'identifier les meneurs. À savoir qui dit OIS. Personne n'a répondu, ne m'a terminé. J'ai pas le droit, moi. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ça pourrait être considéré comme des propos homophobes. Je pourrais même me mettre OIS 3 petits points en t-shirt. Tiens, je me demande si je vais pas me commander ça en plus des derniers t-shirts à la mode. Donc voilà, ils identifieront les meneurs. Il y aura des caméras partout. Il y aura de la reconnaissance faciale partout quand vous irez voir un match de foot. Voilà, ça c'est le supporter de foot n'est pas encore suffisamment déconstruit. On va le déconstruire, on va finir grâce entre autres à Retailleau. Et il faut toujours déconstruire parce qu'il n'est pas assez déconstruit non plus l'automobiliste. Donc j'apprends encore des réductions de vitesse. Ils sont complètement dingues. 50 km/h le périph, et là sur des tronçons de la 86 entre autres, ils vont foutre des limitations de vitesse à 70 sur des autoroutes. Mais c'est vrai. Hein.
70 sur des autoroutes. Ils sont complètement barrés. C'est insupportable. Et on le dit toujours, hein, c'est Montesquieu, je crois, qui disait, ou Tocqueville, l'un des deux, on tyrannise d'autant plus le peuple que c'est dans le détail. Il n'y a pas que le diable qui s'y cache, il y a la tyrannie. Même si c'est un peu la même chose. Voilà pour Retailleau. Absolument. Absolument, Nicolas. Et ça permet de faire, à mon avis, une bonne transition sur le prochain sujet que tu souhaitais aborder pour cette revue de presse. Donc là, on parle de René Retailleau, mais on a parlé d'autres personnalités politiques. Pas forcément bien, j'ai l'impression, mais ce n'est pas de la mauvaise foi de notre part, c'est qu'on observe simplement des actions et surtout des paroles, en tout cas. Même quand ce sont des promesses qui peuvent sembler positives, on voit qu'il n'y a pas de conversion en action. Bref, eh bien, il semblerait, Nicolas, qu'il y ait une fracture entre l'opinion et les partis politiques. Sommes-nous en crise démocratique? Est-ce qu'avec cette situation, c'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire le fait qu'on observe une tyrannie dans les détails de plus en plus importante, est-ce qu'on peut observer un espèce de phénomène que ce soit dans la sphère politique? Parce qu'évidemment, on se demande encore et toujours, il est où notre prophète, notre messie? Oui, il y a plein de prophètes, désolé les amis, notre Jordan Bardella. Mais le Rassemblement national, c'est-à-dire le parti qui s'était présenté voilà, comme le parti de grande opposition, où sont-ils? Mais surtout, est-ce que les Français réagissent à cette situation-là? Qu'en est-il, Nicolas? Alors, c'est un sondage à nouveau Doxa Backbone qui en parle. C'était dans le Figaro d'hier. Alors, ça fait mal. Hein. 82% des Français ont un mauvais œil, une mauvaise opinion des partis politiques. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Les appareils partisans sont jugés ni honnêtes à 90%. Donc 90% des gens considèrent qu'ils sont malhonnêtes. Ni crédibles, 85%. Donc la dissolution a amené encore plus de détestation en fait, des Français pour les partis politiques. Je vous donne des chiffres pêle-mêle. Mais c'est intéressant. Trop centré sur les élections, bah tiens donc. 72% oui. Démagogique, 50%. Utile, 32%. Porteur de nouvelles idées, 20%. Moderne, 18%. Capable de proposer des solutions efficaces, 18% pensent que oui. 14% proche des préoccupations des Français, crédible 14%, honnête 10%. 10% pour l'honnêteté. Est-ce que vous imaginez un peu? Qu'est-ce qu'il y en a d'autres encore? Il n'y a pas que ça. On va aller chercher les autres. Vous commencez à vous en lasser, oui, à 72%. Les Français se lassent, c'est déjà pas mal. 71%, c'est intéressant, souhaiteraient plus de consultations directes de type référendum d'initiative citoyen ou référendum. C'est plus de 2 Français sur 3. Mais ça, clairement, c'est pas à l'ordre du jour, je vous confirme. Est-ce que vous êtes satisfait, 23%? Ils n'ont rien clarifié. Est-ce que le pouvoir a bien tenu compte du vote des électeurs? 84% pensent que non. Ah, vous avez quand même 16% qui pensent que oui. Il y a quand même, mais moi, c'est ça. Ce que j'aime aussi, c'est en creux quand même, dans ces sondages, ceux qui vont dire ah, mais si. Sur un déjeuner ce midi, j'écoutais un peu des gens, je vous raconterai ça un autre jour, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Un échange j'aurais pu en faire un livre, un poème entre un bobo et un ancien populo. Ils sont amis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir n'a même pas encore réussi, malgré les LBD, malgré les gilets jaunes et les écharpes rouges, à complètement séparer les Français qui pourtant, des fois, vous avez un bobo parfait, il y avait un bobo parfait à table avec son ami, qui lui était pour les vélos, pour les caméras, en disant ouais mais les caméras quand même, il faut qu'on fasse attention, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos images? Même le bobo, des fois, à Paris, commence à se poser des questions. Il était parisien d'ailleurs, et vous aviez en face de lui son ami qui était plutôt un banlieusard, dont l'origine était plutôt liée à l'immigration, mais de longue date, parfaitement intégré. C'était un Français populo, lui. Des plus populo. Alors, il disait évidemment toutes ces horreurs qu'on peut dire. Et son copain, le Tencel, l'engueulait. C'était vraiment très intéressant. On aurait pu en faire une pièce de théâtre. Voilà, donc, voilà, tout ça pour dire que le désamour des Français atteint son paroxysme aujourd'hui. Ils n'ont plus aucune confiance dans les politiques. Alors, ils non plus, Nicolas, encore une fois, soyons honnêtes, pour la démocratie, nous avons eu les 16% qui s'en sentent en tout cas satisfaits eh bien, en fait, des actions politiques suite aux élections.
Vous savez, peut-être que vous n'apprécierez pas, chers spectateurs, cette expression, mais on parle souvent de l'idiot du village, mais c'est vrai que si on comptabilise tous les idiots de tous les villages, eh bien peut-être que c'est ce qui nous permet d'atteindre ces fameux 16%, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, on peut observer une tendance qui peut être intéressante, c'est-à-dire au-delà d'un ras-le-bol, sur des questions qui sont un petit peu plus précises, qui parlent d'action citoyenne. On voit qu'il y a une conscience qui semble se développer de plus en plus. Et d'ailleurs, notre invité du Grand Angle, François Martin, nous l'avait rappelé régulièrement lors des émissions plateau, c'est que la volonté populaire qui s'exprime de plus en plus, c'est que tout simplement Macron dégage. Et c'est de vouloir dire plus précisément à nos hommes politiques de dégager. C'est de plus en plus clair. On espère tout simplement qu'il puisse y avoir à la fois cette expression populaire qui puisse se maintenir avec la tyrannie du pouvoir qui va très certainement augmenter, le poids aussi du réel, c'est-à-dire par exemple de la pression économique, fiscale qui peut empêcher, qui nous rend totalement aliénés, mais aussi c'est lorsque des occasions pourraient se présenter qu'on puisse après assumer tout simplement nos ambitions et surtout nos volontés de changement révolutionnaire ou non. Mais voilà, donc on espère que ce pourcentage ne fera qu'augmenter, qu'on puisse surtout le voir dans le réel. Voilà. Donc Nicolas, il nous reste 14 minutes avant d'attaquer le grand angle. Quel est le prochain sujet? Je pense qu'on restera sur de la revue de presse nationale, étant donné que le grand angle sera tout simplement concentré sur l'actualité géopolitique et donc internationale. Je crois que tu voulais nous parler là aussi, parce que, chers amis, voilà, pour l'actualité nationale, c'est vrai que c'est un peu la descente aux enfers et on y va. Vous savez, il y a les cercles de l'enfer. Donc là, on va parler de certains cercles. Et voilà, bon, je ne vais pas vous décrire les cercles de l'enfer parce que certains ne sont pas forcément très attirants. Eh bien, là, maintenant, parlons d'éducation à la sexualité. Parlons d'Anne Genetet. Eh oui, mais c'est important. On voit bien que ce qu'il est taraude quand on parlait là des chants homophobes. On pourrait le dire à peu près sur tous les sujets et sur l'attaque systématique et systémique, elle. S'il y a quelque chose qui est systémique, c'est bien l'attaque systémique contre la chrétienté sous toutes ses formes, et pas seulement sous la forme de ses cathédrales. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui les taraude, qui taraude cette classe politique dont certains sont quand même d'authentiques dégénérés. Alors on ne fera pas d'attaque ad nominem, mais quand même. Et là, je ne le dis pas de cette personne, mais en tout cas, ce dont on va parler est une forme de prosélytisme qui interroge. Alors, la loi en tant que telle, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, on va le savoir suffisamment rapidement, puisque ça devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, fin décembre à peu près, lancement de la loi, et avec un passage ensuite devant l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la nouvelle loi sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Donc c'est Anne Genetet, la fameuse Anne Genetet, elle se tait, sauf là, elle va être très bavarde, Anne Genetet, lorsqu'elle va donc proposer cette loi. Alors, vous allez me dire, c'est une façon aussi de maquiller leur impuissance. Ça sera juste après la fin du procès Paty, qui doit s'achever, je crois, le 21 décembre. Et elle proposera cette loi juste après, histoire de remettre 1 euro dans la machine, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? On se rappelle pourquoi ce malheureux prof s'est fait décapiter. Donc on va faire une loi pour la promotion, je suppose, du non-genre et du LGBT, une éducation sexuelle qui va poser des questions sur ce dont on va parler. On n'est plus du tout aujourd'hui déjà, mais ça va être pire encore demain, dans l'ancienne que nous avons connue. Je parle pour les plus jeunes, je ne parle pas pour Raphaël qui est plus jeune, mais qui a pu connaître notre intervenant qui arrive tout à l'heure, François Martin, ou moi-même, où c'était un dérivé d'un cours de sciences des vies et de la terre, on appelait ça même sciences naturelles à l'époque. C'était ça l'éducation, c'était pas une éducation à la sexualité, d'ailleurs, on n'a pas éduqué les enfants, la République n'a pas à éduquer les enfants à la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sachant qu'on sait très bien qu'aussi la problématique de ce débat, c'est que comme il y a une éducation à la sexualité, au-delà même de parler de l'éducation à la sexualité, c'est quelle sexualité? Et je vous rappelle aussi, donc là, Nicolas, évidemment, je te laisserai développer pour donner plus d'informations sur l'évolution de l'éducation à la sexualité en France. Nous avons réalisé avec Thibaut Kirliers, un très bon camarade, et surtout quelqu'un qui travaille extrêmement bien. Ils ont fait de nombreuses émissions ensemble, et encore plus récemment, il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, je crois, une émission importante sur ce qu'on appelle les standards d'éducation à la sexualité en Europe, développés par l'OMS, et qui s'impose, en fait,
dans les pays où l'OMS peut avoir un droit de regard ou certaines propositions. Et là, on parle des standards d'éducation à la sexualité en Europe. Et lorsque on a fait cette émission, on a pu voir quel collectif de personnes ont pu développer tout simplement ces standards à l'éducation sexuelle. Et on va être très clair, il y a énormément, vous avez même accès par le travail de Thibaut Carlierzin et aussi l'association des Mamans Louves, il faut quand même le dire aussi, n'hésitez pas à regarder, chers spectateurs, vous avez accès à une sorte d'organigramme, une carte interactive où vous pouvez voir les différentes personnes qui ont collaboré avec aussi le taux de risque, c'est même des personnes qui ont directement produit du contenu pédophile, c'est-à-dire faire la promotion là on parle vraiment de pédophilie, c'est un amour de cette tendance-là, une promotion de ça. Il y a aussi des personnes qui sont des pédocriminels directement. Et pour nombre d'entre eux, certaines personnes qui font partie de cette fameuse zone rouge font partie intégrante de ces projets ou alors des instituts. Il y a toujours, évidemment, vous savez, des petits proxys qui sont utilisés, c'est-à-dire des petites entités, des associations. Donc, c'est toujours plus compliqué une fois qu'on a un collectif qui s'intègre à un projet, de détecter toutes les personnes qui composent ces groupes-là. C'est aussi cette influence. Si il y a cette éducation à la sexualité qui se développe en France, c'est à cause, encore et toujours, de groupes extérieurs, d'entités plus grandes. Et en l'occurrence, là, c'est une des branches de l'OMS. Et je vous invite fortement, chers amis, à regarder l'émission qu'on a pu faire avec Thibaut Carlierzin. Voilà. Donc là, je te laisse continuer, mais ça me semblait être un petit rappel quand même important. Parce que là, on va se plaindre, mais faisons toujours le rappel d'où vient le problème aussi. Alors, il y a le côté diversion, évidemment. On a bien compris, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le bois de Boulogne où les étudiantes se font violer et massacrer. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans les VTC avec les clients lorsque les filles sortent de boîte ou de chez des copines ou des copains et rentrent chez elles. Mais par contre, on peut nominativement aller voir quels sont les meneurs qui chantent des chants homophobes. Et là, par contre, le nom, la nationalité, tout ça, on la saura très précisément. C'est pas comme les cartes vitales, hein, c'est pas comme justement les millions d'immigrés illégaux, où là, on ne sait pas à qui on a affaire. Par contre, ceux sur qui on peut peser, là, on va leur faire mal, évidemment. Pareil pour l'éducation à la sexualité. On peut rien contre les viols de rue, on peut rien contre les agressions en tout genre, mais par contre, on va éduquer les petits Français, évidemment. Prétexte, évidemment, peut-être de ne pas en faire des violeurs, mais c'est évident que c'est toujours quelque chose c'est endogène, on sait bien, c'est le Français de souche qui est... c'est lui le barbare. C'est lui qui ensauvage la société, bien évidemment. On le sait. Et ils sont donc toujours taraudés par cette question aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une diversion, en disant puisqu'on n'arrive à rien là-dessus, on va les emmerder sur autre chose pour montrer au moins qu'on fait quelque chose. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est vraiment une idée fixe. Et ça va au-delà, on pourrait aller bien au-delà. La meilleure preuve, finalement, c'est que cette élite, le dernier exemple en date, c'est le fameux Mathias Vichra. Quand on voit ce qu'ils ont fait de l'Institut d'études politiques de Paris. Bon, à l'époque, c'était Lancelot, ça allait encore à peu près. Quoique c'est lui qui a mis le verre dans le fruit. Hein. Mais alors là, avec Vichra, ça commence, le niveau baisse, c'est même plus... le niveau baisse, là, le niveau s'écroule, rue Saint-Guillaume. Donc, Mathias Vichra a été obligé de donner sa démission, parce qu'il trouvait le moyen, il s'était mis avec Anissa Bonnefond dans une relation particulièrement toxique, il se tapait dessus en permanence. Sauf que là, d'après ce qu'ont vu... entendu les magistrats. Alors, c'est pas ce qu'on nous raconte, c'est pas l'affaire Mazan, c'est évident. Là, c'est comment les hommes se font taper dessus aujourd'hui dans leur relation avec les femmes. Et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Et donc là, il est en procès, donc c'est directeur institut politique. On se rappelle qu'un ancien directeur, et non des moindres, qui était Descoings, qui avait justement succédé à Lancelot, avait terminé peu de temps après les malheureuses histoires Dominique Strauss-Kahn, à nouveau dans le groupe Accor aux États-Unis. Il avait fait après avoir passé une soirée qui n'était pas alcoolisée, mais qui était plutôt de chemsex, avec quelques escortes boys. Monsieur Descoings avait fini 4 étages ou 5 étages en dessous, fracassé en bas de son hôtel. Donc ça, quand même, ça interroge sur les mœurs de ces élites. Donc Vichra, lui, il se donnait en spectacle, et alors il dit, le jour de son
procès qui a débuté. Je me suis pris des coups de poing, de pied, une morsure. Donc c'était un homme battu, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente. Ouais, ceci dit, elle a manqué plusieurs fois d'être étranglée. Vous voyez un petit peu le contexte de ce genre de personne. Donc il y a, mais ça j'en suis persuadé, un problème de mœurs derrière la décadence de l'élite. On a commencé sur l'hypocrisie de Bruno Retailleau. Et moi je veux qu'on termine non pas cette revue de presse, mais qu'on boucle cet épisode-là de cette revue de presse, puisqu'il restera quelques minutes pour parler du livre Mémoricide de Philippe de Villiers, sur les mœurs finalement, qui à mon avis explique beaucoup. Il nous reste 5 minutes, Nicolas, donc je vais te laisser la parole. Je veux bien que tu rebondisses 2 secondes sur ce que je viens de dire, le temps que je recherche mes notes, ça va durer 2 secondes, sur le dernier livre de l'inventeur du concept du puits du fou. C'est de Villiers, non? Oui, Philippe de Villiers, oui, tout à fait, qui vient, voilà, je l'ai, c'est bon, on y est. Donc le livre s'appelle Mémoricide, et il a comme origine le fait déclencheur d'avoir écrit ce livre, dit-il dans un grand entretien dans le Figaro, c'est justement les cérémonies d'ouverture des JO, Paris 2024. Alors ici, je le cite, « Chaque nuit, je me réveille en sursaut, que vont devenir nos petits-enfants ?» Il prend particulièrement mal cette cérémonie. Alors tout de suite, le journaliste un peu acrimonieux lui dit « Mais est-ce que vous le prenez mal, cette cérémonie, parce qu'on a comparé avec ce que vous faisiez au Puy du Fou, expliqué que vous étiez un représentant de la France-Rance, de la France ringarde. C'est vrai que d'ailleurs, l'historien révisionniste de la révision de l'histoire de France, j'entends, l'historien révisionniste, M. Patrick Boucheron du Collège de France, a dit justement, c'est même pas Thomas Joly qui l'a dit, parce que Thomas Joly, semble-t-il, est venu un jour à la rencontre de Philippe de Villiers. Il l'avait raconté pour lui dire toute son admiration. Mais Boucheron l'a dit, de toute façon, nous, ce qu'on va faire avant la cérémonie, c'est l'anti-Puy du Fou. Ça en annonçait de belles. Plus quand je connais à nouveau l'engeance et les mœurs de tous ces braves gens, j'avais dit qu'on n'allait pas être déçus, et en effet, on n'a pas été déçus ce jour-là. Donc, il écrit ce livre parce que pour lui, ce que nous vivons, c'est en fait un véritable mémoricide. Il le dit, le mémoricide, c'est quand au nom des droits de l'homme, devenus les droits de l'homme de sable de la société liquide, on décide d'amputer une population de l'acquis le plus précieux des vieux peuples, le droit à la continuité historique, le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Bon, il y a toujours le lyrisme, dont parfois d'ailleurs pourrait se dispenser, à mon avis, Philippe de Villiers. Ça, c'est à titre très personnel. Mais en tout cas, beaucoup de choses sont dites sur cette souffrance aussi pour la France de l'ablation de sa mémoire. Là, il touche juste. C'est comme une ablation, en effet. C'est pas seulement on commente, nous, cette actualité, on essaie d'en sourire de façon assez amère. Mais la réalité, c'est que c'est une immense souffrance que de retirer à son peuple, sans anesthésie, pour le coup. Ils le font de la façon la plus obscène qu'il soit, ce qui est un organe essentiel de la vie de l'esprit. Là, on ne parle pas de la vie du corps, de la vie de l'esprit, qui est la mémoire. Donc évidemment, je ne saurais trop conseiller ce livre, j'y reviendrai au fil des revues de presse, certainement, dans les jours et les semaines qui viennent. Car beaucoup de choses sont dites dans ce livre, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, d'ailleurs, dont je n'ai lu que quelques extraits choisis. Il déplore évidemment que la matrice chrétienne de la société est morte. À 18 ans, dit-il, j'ai forgé une devise. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contre-pente. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas que la mise en garde, il n'y a pas que la parole. Souvent dans le chat, on nous explique, mais oui, d'accord, que de mauvaises nouvelles, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des réalisations qu'on accroche à contre-pente, qui vont à contre-courant de ce que fait la société. Donc évidemment, il est évident qu'il faut lire ce livre de Philippe de Villiers. Il le dit, et je conclurai parce que nous allons passer au grand angle avec François Martin, par une très belle formule sur le « tout est perdu ».
Au fil de notre longue histoire, il y a un mot qui revient tout le temps, comme s'il était tramé dans la tapisserie de nos heurts et malheurs. Tout est perdu. Et puis il y a un autre mot, celui de la catharsis qui vient très vite flanquer et contrarier le premier. Tout est sauf. Voilà, tout est sauf. Mais ça dépendra de nos réalisations. Exactement, c'est un très bon ajout, Nicolas. Et on va pouvoir passer tout de suite au grand angle et on va avoir, à mon avis, des éléments pour mieux comprendre le monde et peut-être mieux agir dans ce monde en tant que citoyen, ou peut-être aussi, eh bien, avec l'histoire étant un combat sur le temps long et un match qui n'est jamais terminé. Si nous arrivons peut-être à prendre un petit peu plus de pouvoir sous différentes manières, peut-être que nous pourrons voilà, mener des actions réelles pour avancer. Donc c'est évidemment François Martin qui avait publié un ouvrage très pertinent, c'est-à-dire aussi qui est rentré dans une bonne frise chronologique, c'était Ukraine, un basculement du monde, et maintenant c'est le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, c'est-à-dire je pense qu'on est encore une fois pile dans le sujet. Je vous rappelle, on parlera de l'actualité internationale, mais surtout donc du fameux sommet des BRICS à Kazan et de ses conséquences. C'est-à-dire le bilan, que s'est-il passé exactement et quelles sont les conséquences. Et je pense qu'on peut reprendre tout simplement le titre du livre que je vous invite fortement à commander et à lire de François Martin, c'est Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde. Est-ce que c'est ce qu'on a pu observer? Eh bien on le saura dans quelques instants, tout de suite après la petite transition vidéo. À tout de suite, chers amis, pour le grand angle. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.